Bienvenue. Donc, on a tous le plaisir de recevoir Monsieur Salin ce soir. On va vous faire une petite introduction avec mon collègue et confrère François Gerbet, membre du bureau du parti politique, du parti libéral-démocrate de Paris, de la Fédération de Paris. Moi, je suis moi-même Arsène Amonsou, le président de cette fédération. Et donc, suite à cette petite introduction, on laissera parler Monsieur Salin. Alors, on a essayé de faire nos devoirs d'anciens étudiants, même si ça date d'il y a 20 ans. Et donc, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre de Pascal Salin. C'est un tort. Ça faisait bien 6 mois. Et donc, j'ai immédiatement, je me suis jeté quand la conférence a été annoncée sur votre ouvrage qui est paru en janvier, qui s'appelle Libérons-nous. Et j'ai essayé d'en retracer quelques petits éléments qui peuvent servir, on va dire, de point de départ pour une discussion, et surtout qui nous a servi à nous, au PLD, de début de réflexion sur la manière dont nous, on pouvait rebondir dessus. Alors, le premier point qui m'a personnellement frappé, c'est que souvent on entend parler de responsabilité qui est le pendant de la liberté pour les libéraux, mais vous utilisez le terme de discipline de responsabilité, ce qui porte différentes choses en elle-même, cette expression, et notamment le fait que si l'État tente de satisfaire des besoins de protection, la discipline de responsabilité imposait une autoprotection entre guillemets. Ce à quoi le PLD a une analyse, on va dire, qui est assez proche, que je laisse Arsène exprimer. Effectivement, nous on est assez proche par rapport à cette position. Nous on pense en fait qu'il faut stimuler les défenses immunitaires en fait des gens, hein, notamment dans le travail, et que de toute façon toutes ces politiques de protection elles sont très clairement destructrices. Il n'y a pas besoin de regarder très loin sur le taux de chômage en France, et donc en fait elles sont contre-productives. Elles détruisent en fait notre système immunitaire. Le deuxième élément qui m'a frappé, c'est que vous exhortez les gens à reprendre le pouvoir parce qu'il y a au moins 3 domaines que vous citez, qui sont l'éducation, la santé et la culture, dans lesquels, même si le financement de l'État reste le même tel qu'il est, il n'est pas du tout acquis a priori que c'est à l'État qu'il revient de produire ses biens et ses services. Alors, si on l'applique dans le domaine de l'éducation, on s'est dit, tiens, dans l'école aujourd'hui, les programmes sont choisis par l'éducation nationale, les horaires sont choisis par l'éducation nationale, les contenus sont choisis par l'éducation nationale, pratiquement tout est choisi par l'éducation nationale, autrement dit des gens qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas, et pourtant qui nous empêchent d'exercer notre responsabilité de parents. Dans ce domaine-là, on a beaucoup travaillé au programme du PLD pour essayer d'avoir des idées à la fois efficaces et neuves, sans pour autant bouleverser intégralement l'édifice monstrueux de l'éducation nationale. Et Arsène, je te laisse les résumer. Alors, en résumé, en fait, au Parti libéral-démocrate, on adhère de toute façon à cette idée de chèque éducation. Alors, en termes de modalités pratiques, les propositions du PLD, elles vont se traduire par, de toute façon, déjà de base, plus de liberté, ça veut dire plus d'autonomie pour les établissements, la possibilité du chef d'établissement de constituer son équipe pédagogique, donc vraiment une approche terrain, parce qu'il n'y a rien de plus efficace, et puis le financement, le principe du financement à l'élève, c'est-à-dire que l'État doit financer chaque élève au même niveau, quel que soit l'établissement qu'il choisit, que ce soit un établissement d'État ou un établissement indépendant. Le troisième point qui m'a marqué, c'est qu'au-delà du poids de la fiscalité qui est très important, vous mettez en lumière le fait qu'une grande partie de la fiscalité est de plus en plus cachée. Alors, il se trouve que c'est un point d'actualité. Je te laisse en parler, Arsène. Alors, là-dessus, au PLD, on n'a pas encore des idées extrêmement définitives, parce que d'un côté, on voit bien en France que la complexité qu'on a, elle a un coût qui est à peine chiffré et à peine chiffrable, mais qui est très important. Et donc, il faut évidemment simplifier. Maintenant, il y a quand même besoin d'avoir de la transparence, parce que c'est encore la seule possibilité de contrôler l'évolution de ce poids, de cette fiscalité. Et donc, la simplicité, oui, mais si c'est pour faire des choses comme supprimer de la fiche de paye la partie des taxes patronales, qui ne sont en fait
que des taxes salariales renommées pour pouvoir les alourdir. On fait de la simplicité, mais qui ne va pas dans le bon sens. Donc en fait, on n'a pas aujourd'hui une décision, un point de vue arrêté par rapport à ça. Le quatrième point, sans vouloir déflorer l'ouvrage jusqu'au bout, mais c'est que vous nous exhortez à reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur nos vies, en faisant fi des contraintes extérieures. Ça veut dire reprendre le pouvoir de contracter avec d'autres personnes libres. Et on s'est dit dans quel domaine est-ce qu'on peut l'appliquer, et parmi ces domaines-là. Il y a un domaine qui est très simple, c'est les retraites. On a eu pas mal de fausses réformes depuis longtemps, et il y a toute une génération parmi nous qui pense qu'elle n'aura pas de retraite. Et en fait, pour nous, la retraite, c'est un choix libre. Chacun doit être libre de prendre sa retraite quand il veut et dans le cadre des modalités qu'il souhaite. Donc ça passe par, de toute façon, une fusion des régimes. Tous ces régimes spéciaux doivent être fusionnés dans un régime général. Parce que, en fait, concrètement, aujourd'hui, il y a des régimes spéciaux qui sont clairement abusifs et qui puissent sur les autres. Une retraite à points. Et puis la faculté pour chacun d'épargner à titre individuel pour la compléter en fonction de ses souhaits. Pour finir, vous mettez en lumière également le fait que pour que nous allions vers plus de prospérité et plus de bonheur, tout simplement, il faut certainement faire reculer la politique. Alors évidemment, nous, on est un parti politique, ce qui n'est pas forcément un point de convergence entre nous, mais ce qui donne un bon point de départ pour commencer à en discuter. Très bien, je vous remercie. Je dois d'abord vous prier de m'excuser de mon retard. J'ai été pris dans des embouteillages. Nous sommes dans une ville où la municipalité adore créer des embouteillages, n'est-ce pas? Alors on en voit les conséquences. Donc ça, c'est le côté négatif, désagréable, mais j'ai un côté positif, à savoir que j'ai plaisir à être ici, parce que j'apprécie beaucoup, de manière générale, les positions qui sont prises par le PLD. Je me sens tout à fait en harmonie avec les propositions qui sont faites. Alors, vous m'avez demandé de parler plus particulièrement des problèmes de fiscalité. Je le fais avec plaisir, mais ça ne nous empêchera pas tout à l'heure de discuter d'autres sujets, bien entendu, d'autant plus que la fiscalité, je crois, est vraiment au cœur des problèmes que nous avons actuellement en France. Alors, il est évident que la fiscalité est à la mode, il y a un ras-le-bol fiscal, on l'a suffisamment dit, et un changement d'attitude certainement tout de même dans une partie de l'opinion à l'égard de la fiscalité. Mais ce qui est frappant par ailleurs, c'est que ce gouvernement, comme malheureusement je dois dire les précédents, ne font que du bricolage fiscal. Des petites réformettes, on change un taux de quelques pourcentages, on crée un petit impôt, on supprime un truc, on crée une exonération. Le bricolage fiscal. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme profonde, totale de la fiscalité, parce que c'est un des facteurs essentiels des difficultés que nous connaissons. Alors, je voudrais, avant de parler plus spécifiquement des problèmes français, prendre un peu de recul et analyser les problèmes que nous pose de manière générale la fiscalité, parce que je crois que justement, ce qui manque le plus, c'est la réflexion à propos de la fiscalité. Je sais bien que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que d'ailleurs, tous les problèmes économiques et sociaux, ils sont complexes. Il y a un tas de variables qui sont en interrelation. Et la fiscalité bouleverse l'équilibre des relations entre les individus. Et donc, il est d'autant plus important d'avoir une réflexion qu'on peut appeler une réflexion théorique sur ces problèmes pour savoir où on va. Peut-être que certaines des idées que j'exprimerai vous paraîtront utopiques ou excessives, mais je voudrais le préciser dès le début. Je considère que le rôle que je peux avoir, c'est en quelque sorte de donner une boussole, même si les souhaits que je peux exprimer ne seront pas réalisés avant des décennies ou des siècles. Il est important de savoir où on va. Et pour savoir où on va, il faut bien comprendre quelles sont les conséquences de la fiscalité. Donc, je vais commencer par cela, puis je passerai de manière plus précise à la fiscalité française pour essayer d'en repérer les défauts essentiels. Et de là viendront évidemment les propositions de réforme. Alors, bien évidemment, tout ce que je vais dire
a pour conséquence que la fiscalité a tellement d'inconvénients que chaque fois que l'on peut remplacer l'intervention étatique financée par la fiscalité pour redonner au secteur privé les activités concernées, eh bien, on fait un progrès. Une petite précision de terminologie. Quand je parle de fiscalité, je parle en fait des prélèvements obligatoires. Ça inclut les cotisations sociales, la fiscalité locale, la fiscalité de l'État, etc. Alors, l'un des points de départ que l'on doit, je crois, prendre, c'est que l'impôt, il est imposé. C'est évident. C'est-à-dire que l'impôt relève de la contrainte. Il y a deux modes d'action des individus, la contrainte ou l'action libre. Et bien évidemment, la contrainte, par principe, est critiquable. On ne peut pas dire qu'on est libre si on est soumis à la contrainte. Mais ceci étant dit, je voudrais indiquer quelles sont, à mon avis, les raisons les plus importantes d'être hostile à l'impôt. Et par là même, nous verrons quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer les difficultés actuelles. Le premier élément, et c'est peut-être celui qui me paraît le plus important, c'est que toute fiscalité, tout impôt, conduit à une double destruction des incitations productives. L'activité humaine, elle dépend bien évidemment du rendement de l'activité en question et du risque encouru. Or, l'impôt porte atteinte à ces deux éléments. Il diminue tout d'abord le rendement, parce que plus on développe une activité, plus on travaille, plus on entreprend, plus on épargne, plus on investit, etc., plus on est taxé, et donc l'incitation à faire les efforts productifs en est évidemment diminuée. Par ailleurs, ceux qui reçoivent les bienfaits ou prétendus bienfaits de l'État sont moins incités à faire des efforts par eux-mêmes, puisqu'ils reçoivent gratuitement ou presque gratuitement ce dont ils ont besoin. Donc je crois que ce phénomène de double destruction des incitations productives, pour ceux qui payent et pour ceux qui reçoivent, c'est l'une des causes majeures de la stagnation économique que nous connaissons, du niveau élevé de chômage. La plupart des impôts sont prélevés à l'occasion de contrats relatifs à la production, et en particulier les contrats de salaire, et ils diminuent par conséquent le rendement de l'activité. Il ne faut pas oublier en effet que, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, contrairement à l'alibi facile que trouvent les gouvernements selon lequel on est dans une situation de crise économique, etc., c'est depuis des décennies, et plus précisément d'ailleurs les années 80, que nous sommes dans une situation de très faible croissance et de chômage qui a augmenté continuellement en même temps qu'augmentaient les prélèvements obligatoires. Pour bien souligner l'importance de ce phénomène de double destruction des incitations productives, je voudrais comparer deux situations en ce qui concerne l'assurance maladie. Prenons le financement de la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe ? Plus on travaille, plus on fait d'efforts, plus on doit payer de cotisations sociales parce qu'elles sont proportionnelles aux revenus. Et donc, il y a une désincitation à faire des efforts productifs. Et par ailleurs, comme je l'ai déjà dit, ceux qui reçoivent gratuitement ou quasiment gratuitement des services de santé, eh bien, ils sont évidemment moins incités à essayer de faire des efforts pour se les procurer. Dans un système d'assurance privée, nous avons exactement l'inverse, à savoir que plus on fait d'efforts, plus on produit, plus on épargne, plus on a la possibilité de prendre une assurance qui couvre de manière satisfaisante les besoins en cas de maladie. Donc, nous avons des logiques totalement opposées. Je crois que l'existence du monopole de la sécurité sociale est une des raisons majeures de la situation où nous nous trouvons. Le monopole, c'est toujours mauvais. Mais le monopole, ce n'est pas ce qu'on croit. Dans la législation, dans les manuels de microéconomie, on présente le monopole comme une activité
d'entreprises qui exploitent les consommateurs. Les seuls vrais monopoles, ce sont les monopoles protégés par l'État, qui interdisent aux autres d'entrer sur le marché. Mais le monopole de la sécurité sociale, il relève de cela. Le monopole, on le dit d'une manière qui est correcte dans les manuels de microéconomie, c'est qu'il exploite les consommateurs. Mais les seuls qui exploitent les consommateurs, c'est évidemment les monopoles publics. Donc, le premier élément, c'est celui-là. Deuxième élément, l'impôt est déstabilisant. Pourquoi il est déstabilisant? Eh bien, là encore, la comparaison est importante. Dans un contrat entre deux personnes privées ou deux groupes de personnes, il y a un engagement réciproque. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le capitalisme a un fondement moral, parce qu'il repose sur l'engagement et le respect des engagements, le respect de la propriété, etc. Alors que lorsque l'État intervient, et en particulier lorsqu'il prélève des impôts, on considère, de manière assez ahurissante, qu'il n'y a pas d'engagement contractuel, que l'État il a le droit d'agir de manière purement discrétionnaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut augmenter un impôt, créer un nouvel impôt, etc. Et par conséquent, tous les projets que les individus ont pu faire dans un certain environnement fiscal risquent d'être mis à mal par cette variation de la fiscalité. Et je considère pour ma part que la source majeure de l'incertitude, de l'instabilité économique à notre époque, elle vient de l'État. Et c'est assez paradoxal, parce que là encore, dans les manuels d'économie, on vous dit l'une des tâches essentielles de l'État, c'est la politique de stabilisation. Or, le grand déstabilisateur, c'est l'État, par la politique fiscale, puisqu'il peut agir de manière discrétionnaire, par les réglementations aussi. Là encore, il agit de manière discrétionnaire, et il peut rendre une activité totalement impossible par une nouvelle réglementation, et nous en connaissons tous beaucoup d'exemples, mais aussi par sa politique monétaire. Permettez-moi juste de dire un mot à ce sujet. On a répété indéfiniment que la dernière crise financière était le résultat, le symptôme du caractère instable et même immoral du capitalisme. En réalité, c'est tout le contraire. En réalité, c'est parce que la cause de cette crise a été l'instabilité incroyable de la politique monétaire dans la plupart des pays du monde, et que je sache, la politique monétaire, elle n'est pas faite par le capitalisme, elle est faite par les autorités monétaires. Donc l'instabilité de la politique fiscale, l'instabilité de la politique monétaire sont les deux causes majeures de l'instabilité économique, et ceci est particulièrement grave parce que contrairement à la plupart des risques que l'on rencontre, ce risque-là, qui est un risque majeur, est un risque non assurable. Vous ne pouvez pas vous assurer contre le risque que votre impôt sur le revenu augmente demain. Donc, deuxième caractéristique, le caractère déstabilisant de la fiscalité. Troisième caractéristique, la fiscalité conduit à une raréfaction de l'échange. Et ceci aussi est négatif, puisque l'échange est un facteur de progrès. Il permet à chacun de se spécialiser dans ce pourquoi il est relativement meilleur. En effet, pour des raisons de commodité pratique, l'administration fiscale taxe les activités qui passent par le marché, parce qu'elles ont un prix, elles sont mesurables, alors que les activités qui ne passent pas par le marché sont plus difficiles, évidemment, à connaître. Et ceci signifie, par exemple, que si quelqu'un a le choix entre préparer le repas chez lui alors qu'il est un mauvais cuisinier ou aller au restaurant, au Maceo, par exemple, eh bien, il va être incité à faire lui-même la cuisine parce que ça, c'est pas taxé. Alors que, bien évidemment, l'activité qui résulte d'un échange est taxée. Le seul impôt qui échapperait à cette caractéristique, c'est ce qu'on appelle parfois l'impôt de capitation, c'est-à-dire l'impôt identique par tête, qui est absolument indépendant de ce que font les individus, de leurs revenus, etc. Troisième élément, et ça vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est le manque de transparence de l'impôt. Et ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important. Dans un contrat privé, chacun sait ce qu'il paye pour ce qu'il reçoit pour ce qu'il paye. C'est dans le contrat libre, donc, nous avons une parfaite transparence. C'est pas le cas avec la fiscalité. Alors, prenons un exemple. Imaginons qu'il n'y a pas de fiscalité au point de départ. Et il y a un contrat qui est signé entre un employeur et un salarié, dans l'environnement où il se trouve.
Et puis l'État arrive et il décide d'imposer un impôt qui peut être un impôt sur le revenu, une TVA, etc. Je vais y revenir sur ce point. Bien évidemment, dans la société civilisée, c'est-à-dire celle du contrat libre, on ne peut pas modifier de manière discrétionnaire le contrat, et donc l'employeur, par exemple, va être obligé de supporter le poids du nouvel impôt, ce qu'il n'avait pas prévu et ce qui peut menacer l'équilibre de son activité. Et puis, bien évidemment, avec le temps, il va essayer de répercuter une partie de ce poids de l'impôt sur le salarié. Il ne peut pas le faire facilement parce que le contrat a une durée longue, mais par exemple, il augmentera moins le salaire dans le temps que cela n'aurait été possible compte tenu des progrès de la productivité si on n'avait pas créé cet impôt. Mais on ne sait pas, bien évidemment, on ne sait pas dans quelle mesure il y a ou non transfert et pour quel pourcentage. Donc un impôt qui est censé être payé par l'employeur, il est très probablement payé par les deux dans des proportions que nous ne connaissons pas. Et ce manque de transparence est quand même quelque chose d'assez inouï. Dans un pays comme la France, où la fiscalité ou les prélèvements obligatoires représentent près de 50% de la production nationale, ça veut dire que pour la moitié du produit de l'activité humaine, on ne sait pas exactement qui paye et combien. Alors, on peut citer un certain nombre d'exemples. Je voudrais revenir sur le cas de la TVA parce qu'il me paraît important. On considère en général que la TVA est un impôt sur la consommation. Ce n'est pas un impôt sur la consommation. Le nom l'indique très, très correctement. C'est une taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que la TVA est prélevée à l'occasion de la création de richesses dans l'entreprise. La valeur ajoutée, c'est la différence entre la valeur de ce qui est créé et la valeur de ce qui a été acheté à l'extérieur. Autrement dit, il revient exactement au même pour l'État de prélever un impôt avant distribution des revenus par l'entreprise au niveau de la valeur ajoutée, ou bien une fois que la valeur ajoutée a été distribuée sous forme de salaire, d'intérêt et de profit, de prélever un impôt sur le revenu. Il y a une différence administrative, il n'y a pas une différence de nature. Donc là encore, on ne sait pas exactement qui paye la TVA. Et même pour l'impôt sur le revenu, on pourrait dire que cela modifie les conditions de l'offre et de la demande. On peut dire que l'impôt sur la société est en partie payé par les salariés. Tout ça, nous ne le savons pas. Et les gouvernements, ils aiment bien d'ailleurs les impôts qui sont peu visibles parce que les gens ne savent pas ce qu'ils payent pour obtenir les prétendus bienfaits de l'État. Ils aiment, par exemple, les gouvernements aiment bien ce qu'on appelle les impôts sur les entreprises, parce que l'entreprise en tant que telle n'a pas de droit de vote. Mais l'entreprise ne paye pas d'impôts. L'entreprise, c'est un ensemble de contrats. Je n'ai jamais vu un contrat agir, réfléchir et payer des impôts. Ceux qui payent des impôts, ce sont les signataires du contrat. Donc un impôt qui est censé peser sur les entreprises, il pèse sur l'employeur, sur le salarié, sur le prêteur, etc., dans des proportions que nous ne connaissons pas. Au total, il n'y a pas tellement d'impôts qui soient douloureux. C'est essentiellement l'impôt sur le revenu, l'ISF, bien sûr, les droits de succession. Et une grande partie des prélèvements fiscaux sont indolores pour une grande partie de la population. Et nous avons un grand nombre de Français qui, étant exonérés d'impôt sur le revenu, croient pratiquement que l'État est gratuit. Et donc on a tout intérêt à demander indéfiniment à l'État d'intervenir si on pense que ce sont les autres qui payent, que tout cela est gratuit. Donc la fiscalité signifie que l'activité étatique repose sur un grave mensonge. Enfin, j'ajouterais que l'impôt est source de gaspillage. Je ne vais pas détailler cela parce que nous manquons un peu de temps. Ça me paraît évident pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a le coût du prélèvement, mais aussi le coût pour les contribuables de satisfaire aux exigences de la fiscalité. Le fait aussi que les ressources passent de gens
qui sont responsables, puisqu'ils ont créé les ressources en question, vers des mains qui sont irresponsables. Et enfin, je voudrais souligner le caractère injuste d'un certain nombre d'impôts, et je pense en particulier à l'impôt progressif. L'impôt progressif n'a à mes yeux aucune légitimité, il est simplement le résultat du fonctionnement du processus politique, car c'est l'intérêt des hommes politiques de distribuer des bienfaits en cachant le plus possible le poids réel de leur activité ou en le faisant reposer sur un très petit nombre d'électeurs. De la même manière, l'existence des niches, exonérations, etc., tout ça résulte du processus politique sans qu'il y ait aucune rationalité. Alors, ça, ce que je viens de souligner, ce sont les défauts de tout impôt, de tous les impôts. Mais j'en viens maintenant donc aux principaux défauts de la fiscalité française, ce qui nous permettra d'évoquer les réformes souhaitables. Tout d'abord, bien sûr, il y a le poids global. Nous avons malheureusement pratiquement un record du monde du poids des prélèvements obligatoires et compte tenu des inconvénients de la fiscalité, ceci signifie que nous avons une destruction des activités productives, des incitations productives qui est importante. La plupart des impôts sont équivalents et reposent sur la même base fiscale. Je viens d'évoquer la TVA, je vous ai dit la TVA, elle repose en fait sur la richesse créée par les entreprises. L'impôt sur le revenu, c'est pareil, ça vient c'est l'équivalent de la valeur ajoutée, les cotisations sociales, etc. Donc on change les noms, mais on a des prélèvements sur la même base fiscale. Ce qui veut dire que, en réalité, lorsque par exemple un employeur et un salarié font un contrat, eh bien, pour créer des richesses, eh bien, les prélèvements obligatoires prennent 60, 70, 80, 90% de ce qui est créé. Une fois de plus, on constate exactement comment se répartit le poids en question. Alors, je le signale au passage, ceci est très important parce que, vous le savez, on a discuté pendant des années de la réforme qui consisterait à diminuer les cotisations sociales censées être reposées sur les salaires pour passer à ce qu'on appelle une TVA sociale. Ben, ça n'a aucun sens puisque la base du prélèvement est la même. Une vraie réforme fiscale, ce n'est pas de remplacer un impôt qui pèse sur la création de richesse par un autre impôt qui pèse exactement sur la même création de richesse. Donc la TVA sociale ne résoudrait strictement aucun problème. Bon, il y a également dans cette proposition implicitement une idée keynésienne que pour ma part je récuse totalement, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la destruction. Donc je crois que nous sommes en France dans cette situation où les incitations productives sont très profondément détruites par la fiscalité. Vous avez, je pense, tous entendu parler de la courbe de Laffer, n'est-ce pas? La courbe de Laffer nous montre que, elle est le résultat tout simplement de la logique humaine. Elle nous montre qu'au-delà d'un certain taux, eh bien, lorsqu'on augmente encore le taux en question, au lieu d'avoir une augmentation des recettes, on a une diminution. Et je crois qu'on le constate, on lit ça dans les journaux, les gouvernements s'étonnent que les recettes fiscales soient plus faibles que prévu alors qu'ils ont augmenté les taux. Ben, c'est la courbe de Laffer. On est certainement du mauvais côté de la courbe de Laffer. Deuxième caractéristique du système français, c'est son caractère injuste et essentiellement, je pense, à la progressivité. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse à ce sujet. On répète indéfiniment, n'est-ce pas, dans les médias, que le gouvernement actuel s'est converti à l'économie de l'offre, qui fait une politique sociale libérale, etc. C'est totalement faux. Et je crois que c'est important de lever ces ambiguïtés. Il ne suffit pas de diminuer un impôt pour faire ce qu'on appelle une politique de l'offre. Alors, on oppose traditionnellement la politique de la demande, qui est d'inspiration keynésienne, qui consiste à dire qu'il faut accroître la demande, en particulier la dépense publique, pour faire de la relance,
Je suis évidemment totalement hostile à cette idée sans avoir le temps de discuter pourquoi. Et puis, il y a par ailleurs la politique de l'offre qui consiste à jouer sur l'offre. Mais moi, je n'aime pas utiliser le terme de politique de l'offre. D'une part parce que, d'un point de vue très général, il n'y a pas d'offre sans demande et de demande sans offre, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles c'est une erreur de dire qu'on peut relancer l'activité en relançant la demande, parce que la demande, elle est illimitée, c'est la demande mondiale, elle est égale à ce qui est produit dans le monde. C'est la loi de C, n'est-ce pas? L'offre crée sa propre demande. Je préfère, pour ma part, parler de théorie des incitations, car ce qui est en cause, c'est le comportement individuel, les incitations qui, je l'ai dit, sont détruites par la fiscalité. Et ce qu'on a appelé les supply-side economics aux États-Unis, par exemple, n'est-ce pas, sous Reagan, c'était bien ça. C'était la restauration des incitations productives. Comment? En orientant la réforme fiscale vers la suppression des impôts les plus désincitatifs. Et les impôts les plus désincitatifs, c'est en particulier les impôts qui ont une progressivité très forte. Ce que Reagan a fait, ce que Thatcher a fait, ce que un gouvernement travailliste a fait en Nouvelle-Zélande, ça a consisté à diminuer considérablement la progressivité de l'impôt sur le revenu. C'est ça la véritable politique de l'offre. Et on en a vu les conséquences. Il y a eu un effet de relance considérable. Pendant à peu près 2 ans, les recettes fiscales diminuent parce qu'il faut un peu de temps pour que les gens s'adaptent au nouvel environnement. Mais on retrouve le niveau précédent de recettes fiscales relativement rapidement. Il augmente par la suite. Et ce qui a été frappant dans l'expérience Reagan, c'est que la part des impôts payés par les 5% ou 1% les plus riches a augmenté au lieu de diminuer, alors qu'on avait considérablement diminué les taux sur les revenus les plus élevés. Lorsque le gouvernement socialiste exonère d'impôts sur le revenu les revenus les plus faibles, lorsqu'il crée le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui est en fait attribué seulement dans la mesure où les entreprises payent des revenus faibles, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, je crois, dans l'esprit de ceux qui décident cela, que ce soit les politiques ou les bureaucrates? Ils sont profondément keynésiens. On les a nourris avec cette idée que les revenus modestes épargnaient moins, que l'épargne, c'était une fuite du circuit économique, ce qui est une erreur intellectuelle considérable. Si on pouvait mettre Keynes à la poubelle, je serais heureux comme tout, n'est-ce pas? Oublions Keynes. Pour ma part, je suis pour la relance par l'épargne, parce qu'il n'y a pas de croissance sans épargne, sans investissement, sans accumulation de capital. Donc, je reviens au raisonnement du gouvernement actuel, mais malheureusement d'autres gouvernements aussi. Il part de cette idée que les revenus modestes ont un taux d'épargne faible qui consomme beaucoup et que cela relance l'activité. C'est une politique de la demande. Donc on prétend que c'est une politique de l'offre alors que c'est en réalité une politique de la demande et une politique qui évidemment échouera. Mais le risque c'est qu'on dise, voyez, ils ont adopté une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique libérale, et il n'y a pas de croissance. Bah, évidemment, si on fait une mauvaise politique de l'offre, si on fait le contraire de ce qu'on devrait faire, on n'a pas les bons résultats. Mais il y a là, je crois, un problème politique qui est important, de même qu'on nous a dit continuellement que Chirac et Sarkozy avaient fait des politiques ultralibérales et que ça va échouer, mais ils ont fait des politiques socialistes. N'est-ce pas? On a eu en France que des socialistes de droite et de gauche. Marine Le Pen est allée jusqu'à dire que nos difficultés venaient, vous avez peut-être vu ça dans Le Monde récemment, de ce que les socialistes étaient devenus ultralibéraux depuis 1980. Ultralibéraux. Et que le libéralisme est un totalitarisme. Je souligne ça au passage parce que je crois que c'est quand même très important. Il y a des confusions absolument fondamentales, n'est-ce pas, dans l'opinion publique et parmi les journalistes. Et je crois que c'est important de redresser les choses. Donc, j'ai souligné le poids global du système fiscal français, les injustices qu'il crée, en particulier par la progressivité, puis le problème de l'économie de l'offre. Il y a un troisième élément qui me paraît très important, c'est la surtaxation du capital.
je l'ai dit au passage, il n'y a pas de croissance sans accumulation de capital. Or, là encore, on vit avec un mythe, le mythe qu'il y a une sous-taxation du capital. Je n'ai pas le temps de démontrer pourquoi cette idée est fausse. Je l'ai démontré en détail dans mon livre La tyrannie fiscale. Nous savons bien qu'il y a toute une série d'impôts spécifiques qui pèsent sur le capital, c'est l'ISF, c'est les droits de succession, etc. Mais il y a aussi un autre élément que je considère comme important, à savoir l'existence de l'impôt sur le revenu. Je le décris rapidement. Imaginez un individu qui a gagné 100 pendant une année. Et imaginez, pour simplifier les choses, qu'on a un impôt sur le revenu avec un taux de 50%. Donc il paye 50, il lui reste 50. Qu'est-ce qu'il fait avec les 50 qui lui restent? Il peut consommer ou épargner. S'il consomme, la matière fiscale, elle disparaît, puisque par définition, la consommation, c'est un acte de destruction, dont on tire des satisfactions, bien sûr. S'il épargne, eh bien, les ressources en question sont réintroduites dans le circuit productif, elles produiront un rendement qui sera de nouveau soumis à l'impôt sur le revenu, etc., etc. Et je vous dirai comment on peut éventuellement parer à cette difficulté. Alors, je crois que l'idée que l'on a en France sur laquelle il faut taxer le capital, qu'il n'est pas suffisamment taxé, elle est extrêmement dangereuse, d'une part parce qu'elle repose sur des données qui sont fausses, mais d'autre part parce qu'il y a une complémentarité entre le capital et le travail. Plus il y a accumulation de capital, plus la productivité du travail est élevée et plus les salaires peuvent être élevés. Donc c'est l'intérêt de tout le monde que certains épargnent, que certains accumulent du capital. Mais je serais presque tenté d'aller même plus loin dans le raisonnement et de dire ceci, à savoir qu'il y a un seul facteur de production. Dans les manuels d'économie, là encore, on vous dit il y a le capital et le travail. Pour ma part, je préfère considérer qu'il y a un seul facteur de production qui est l'esprit humain. Tout vient de l'esprit humain. L'esprit humain permet de créer des ressources, et ces ressources sont soit consommées, soit mises de côté pour créer des richesses futures. Donc le capital, il a un rôle intermédiaire dans le circuit de la production. Et à la limite, on pourrait dire il convient de ne pas taxer le capital aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à la fin du processus productif, c'est-à-dire à la consommation, soit aujourd'hui, soit demain. Et l'une des réformes que je préconise consiste à répondre précisément à cette idée. Il faut donc, je crois, réagir fortement contre l'idée keynésienne selon laquelle on relance par la consommation. Keynes a prétendu qu'il y avait un excès d'épargne. Alors pour les classiques, c'était très simple. S'il y avait un excès d'épargne, le taux d'intérêt baissait, donc ça a incité des investisseurs à investir, etc. Et Keynes a dû se torturer l'esprit pour imaginer des trucs complètement arbitraires pour expliquer que ce phénomène ne marchait pas. C'est ce que, pour les spécialistes, ce qu'on appelle l'inélasticité de l'investissement à l'intérêt ou la trappe monétaire. Mais ce sont des hypothèses arbitraires qui ne correspondent absolument pas à la logique du comportement humain. Une fois de plus, Keynes à la poubelle, n'est-ce pas ? Soyons favorables à la relance par l'épargne et l'accumulation de capital plutôt qu'au reste. Et j'évoquais tout à l'heure la crise. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que la cause essentielle de cette crise financière, ça a été la politique monétaire. Mais je crois qu'on peut aller un peu plus loin dans le raisonnement et constater que justement la fiscalité, à notre époque, bien souvent détruit l'incitation à accumuler du capital, et les autorités monétaires croient trouver un substitut dans quelque chose de parfaitement artificiel, qui est la distribution de crédit en contrepartie de création monétaire arbitraire. Et par là, on crée des illusions et des crises monétaires. Donc tous ces problèmes sont reliés les uns aux autres, pas ce qui les rend complexes, mais ce qui rend aussi nécessaire précisément de les analyser de manière précise. Enfin, deux éléments que je ne vais pas développer. L'instabilité de la politique fiscale française, nous la connaissons tous, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et puis sa complexité. Nous avons un nombre d'impôts incroyable. Je crois que personne ne peut vraiment bien connaître le système fiscal, même les conseillers fiscaux. Cette complexité ajoute au manque de transparence habituel de la fiscalité. Alors il en résulte, et je me dépêche parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps,
Il en résulte évidemment des préconisations pour la réforme fiscale. Tout d'abord, diminuer la progressivité, ou même, si c'était possible, la supprimer. Vous savez qu'il y a maintenant un certain nombre de pays dans le monde qui ont adopté ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire l'impôt proportionnel. Et c'est intéressant de constater qu'en Europe, ce sont en particulier les pays anciennement communistes. Ils savent ce que c'est que l'État, n'est-ce pas? Et donc, ils ont adopté des solutions qui permettent d'éviter une spoliation excessive de certains. Pour la petite histoire, le premier pays dans lequel la flat tax a été introduite en Europe, c'est l'Estonie, un peu de temps après la chute du communisme. Et ça a été introduit par un jeune Premier ministre, Martlar, qui était âgé de 32 ans à l'époque, qui était historien, qui, il le dit lui-même, je le connais bien, ne connaissait pas grand-chose en économie. Mais il avait lu un livre. Ça peut suffire de lire un livre. Il avait bien choisi son livre, c'était un livre de Milton Friedman. Et donc il avait compris que la liberté, c'est ce qui permettait la prospérité. Donc il s'est dit, comment faire? Parce que nous avons un système de production avec, vous savez, ces énormes ensembles, ces énormes firmes à la soviétique, comment faire pour créer l'esprit d'entreprise? Alors surtout pas l'impôt progressif. Et donc il a instauré la flat tax à un taux modéré. Et l'Estonie est, je crois, le pays qui a connu la plus forte croissance au cours de toutes ces années après la chute du communisme. C'était de l'ordre de 8% continuellement. Donc c'est un exemple intéressant. Donc ne pas hésiter sur la progressivité. Je sais bien que c'est un peu un tabou en France. Et il y a tout un travail d'éducation à faire si on veut y arriver. Bon, je l'ai dit tout à l'heure au passage, j'aimerais même, bien entendu, idéalement, aller au-delà de la progressivité, c'est-à-dire l'impôt de capitation. Mais évidemment, avec le niveau de dépenses publiques que l'on a en France, ça serait un petit peu difficile à instaurer. Mais c'est peut-être un objectif. La capitation, c'est un impôt fixe par tête. Fixe par tête, comme une cotisation pour une association. Pour que chacun sache vraiment ce que ça coûte l'État. On est citoyen, ben on contribue de manière identique. Mais ça signifie évidemment de diminuer considérablement l'interventionnisme étatique. Deuxième élément, supprimer évidemment l'ISF et les droits de succession. Bon, l'ISF, on en parle beaucoup, mais les droits de succession, c'est aussi un peu un tabou. Et pour ma part, je considère que c'est justifié de supprimer les droits de succession, pas seulement pour des raisons économiques que j'ai évoquées, n'est-ce pas, à savoir que les droits de succession, c'est un impôt sur le capital. Sur le capital non humain, on n'impose pas le capital humain. Mais c'est important pour la raison suivante, c'est qu'on dit que ce n'est pas juste qu'il y ait des héritiers qui bénéficient d'héritages différents les uns des autres. Je crois qu'il faut se placer du point de vue de celui qui décède. Il a fait un effort d'épargne, d'accumulation de capital. Il faut toujours faire un effort pour accumuler du capital. Et je ne vois pas au nom de quel principe on peut décider que, parce que malheureusement il est décédé, eh bien on doit amputer en quelque sorte tous les projets. Il souhaitait peut-être, il a peut-être accumulé pour en faire profiter ses enfants ou ses neveux, ou une œuvre charitable ou artistique, etc. Pourquoi ne respecte-t-on pas les volontés de ceux qui ont fait un effort? Les richesses humaines, elles sont toujours créées par des efforts humains et elles appartiennent légitimement à ceux qui ont fait les efforts en question. Donc, suppression de l'ISF et des droits de succession. Troisièmement, instauration de ce que j'appellerais l'impôt sur la dépense globale. Je m'en explique rapidement. Actuellement, nous avons l'impôt sur le revenu. Chaque année, le contribuable déclare ses revenus, c'est l'assiette de l'impôt. Ce que je propose, c'est de donner au contribuable la possibilité, s'il le désire, de déduire de l'assiette de l'impôt la partie qui est épargnée. Pour répondre, n'est-ce pas, au problème que j'évoquais tout à l'heure, les conséquences d'impôt sur le revenu sur les choix intertemporels. Et bien évidemment, le rendement de l'épargne en question dans le futur entrera dans l'assiette de l'impôt futur, sauf si le rendement en question est réinvesti. Donc on sursoit à l'impôt, si vous voulez, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à la consommation finale. C'est le seul véritable impôt sur la consommation. Alors cela aurait plusieurs avantages, donc de supprimer certaines des désincitations à l'épargne,
mais aussi de rendre le système fiscal plus cohérent. Je n'ai pas le temps de le montrer, mais par exemple, on pourrait supprimer l'impôt sur les plus-values parce qu'on en tiendrait compte ipso facto dans l'impôt en question. Les gens déduiraient les sommes qu'ils épargnent, par exemple, pour acheter un appartement, et puis s'ils le revendent, ça entre dans l'assiette de l'impôt, sauf s'ils utilisent le produit de la vente pour investir à nouveau, acheter un autre appartement, par exemple. Quatrièmement, supprimer tous les petits impôts, ça me paraît évident. Cinquièmement, introduire la concurrence pour l'assurance maladie, c'est-à-dire supprimer le monopole de la sécurité sociale. Sixièmement, vous parliez des retraites tout à l'heure, introduire la retraite par capitation et à la place de la retraite par répartition. Pourquoi ? Parce que par capitalisation, excusez-moi, la retraite par capitalisation, parce que dans un système de retraite par capitalisation, on réintroduit la responsabilité. C'est toujours le thème de la responsabilité, effectivement, qui est important. Chacun sait que ce qu'il aura lorsqu'il sera à la retraite dépendra de ce qu'il aura accumulé par ses propres efforts. Et bien évidemment, ça implique en même temps la liberté de choix de l'âge de la retraite. Je pense pour ma part qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une loi qui fixe la durée du travail par semaine ou la durée du travail pendant toute la vie. C'est un élément fondamental de la liberté humaine. Et puis alors, bien évidemment, en complément, il conviendrait de faire une politique de déréglementation extrêmement importante. Ceci aussi a un rôle très, très, très grand. Je suis toujours frappé quand je parle avec quelqu'un qui est dans une activité que je ne connais pas bien. Il me parle de réglementations dont on n'a pas entendu parler, qui sont très spécifiques et qui posent des obstacles à l'activité absolument incroyables. Le travail d'un architecte à notre époque est quelque chose de démentiel. La plupart de son temps consiste à essayer d'être en conformité avec des normes réglementaires. Donc il y aurait là un chantier considérable. Et alors, je crois que toutes ces réformes, il faudrait qu'elles soient faites rapidement, de manière cohérente. Je suis pour ma part en faveur d'une réforme profonde et rapide. Je pense que l'un des avantages de cette méthode, c'est qu'il est clair pour tout le monde qu'on change de système. Or, on entend dire quand même beaucoup maintenant que le système que nous connaissons n'est pas viable et donc il faut proposer un autre système. Si on fait des réformes graduelles, alors on touche à certains intérêts particuliers ou on soulage tel ou tel contribuable, mais cela crée des réactions catégorielles. Et je crois qu'il est préférable d'avoir un programme très englobant qui montre bien qu'on change de système. Et puis par ailleurs, c'est probablement le seul moyen d'avoir des résultats positifs. Il est évident que les transitions, c'est toujours difficile. C'est ça le problème. Et les gouvernements, ils hésitent devant les réformes pour cette raison. Mais si on fait, par exemple, dans le régime présidentiel qui est l'autre, si on fait en début de mandat un ensemble de réformes extrêmement importantes, et bien au bout de 2 ans, par exemple, on en verra les fruits et par conséquent, tout le monde comprendra que ces réformes étaient utiles. Pour citer un dernier exemple, j'aime bien citer l'exemple de Ruth Richardson, qui a été ministre des Finances en Nouvelle-Zélande. Elle a supprimé en 6 semaines, c'est pas beaucoup, après sa nomination, elle a supprimé pratiquement totalement le Code du travail. Autrement dit, elle l'a laissé subsister de manière supplétive, à savoir qu'il a été décidé que le contrat de travail était individuel entre un employeur et un salarié, mais s'il le désirait, il pouvait se référer au Code du travail. Et la conséquence, ça a été une diminution du chômage de 50% en 2 ans. Et beaucoup de leaders syndicaux qui n'avaient plus beaucoup de travail se sont convertis en conseillers en relation du travail. Ils ont mieux gagné leur vie, ils ont été très contents et tout le monde donc a été satisfait. Ça montre bien qu'une réforme très, très importante peut être faite rapidement à condition d'avoir des hommes politiques ou des femmes politiques qui soient courageux et qui aient des convictions
je n'ose pas me prononcer sur le point de savoir si nous pouvons espérer avoir ce genre de personnage dans notre pays. Je le souhaite évidemment de tous mes voeux. Voilà. C'est une de mes faiblesses quand j'essaie d'expliquer le libéralisme à quelqu'un. J'ai du mal à répondre quand on me dit, par exemple, est-ce que, par exemple, une politique d'immigration, de restriction de l'immigration est compatible avec le libéralisme? Et je sais qu'il y a un économiste, Hans Hermann Hoppe, américain, qui a parlé de ça, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Et aussi, je voulais savoir si, je sais que c'est polémique, mais c'est vraiment parce que j'y connais rien, si la finance islamique, elle est libérale, et si elle pose problème dans notre société, ou si au contraire, c'est quelque chose de très bien. Alors, sur le premier point, le problème de l'immigration, je serais tenté de vous dire, en tant que libéral, je suis pour la liberté. La liberté, elle ne se découpe pas en tranches, elle implique la liberté de se mouvoir, n'est-ce pas? Mais la chose essentielle pour un libéral, c'est le respect des droits. Donc, ce qui me paraît critiquable dans le système actuel, c'est qu'en quelque sorte, c'est l'État qui s'est substitué à nous pour décider qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit. Et il décide. Alors, il y en a qui disent qu'il est trop laxiste, d'autres qui disent le contraire, donc ça crée des conflits politiques sans qu'on trouve une véritable solution. Mais je ne vois pas pourquoi interdire à quelqu'un de venir si il peut être véritablement responsable. C'est une fois pareil, responsable de son sort. C'est-à-dire que s'il trouve un travail, s'il signe un contrat avec un propriétaire pour trouver un logement, s'il paye l'école de ses enfants, etc., etc. La difficulté que nous avons actuellement, c'est qu'on subventionne une certaine immigration, l'immigration de ceux qui sont les moins disposés à faire des efforts par eux-mêmes, ceux qui sont les moins informés, etc., et qu'on pousse à l'exil, au contraire, ceux qui sont les plus formés et les plus talentueux et qui pourraient contribuer le plus à la richesse de tout le monde. Donc, c'est le fait que les décisions d'immigration ont été nationalisées par l'État qui me pose problème. Car pour ma part, en tant que libéral, je ne peux pas mettre les gens dans des catégories. Ce qui m'intéresse, c'est l'individu et les droits de l'individu. Mais et que l'on respecte les droits des uns et des autres, qu'on ne vive pas au crochet des autres, par exemple, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui me paraît important. Je suis 100% d'accord avec vous, mais j'ai remarqué qu'il y a quelques personnes qui veulent protéger l'identité, et ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est des personnes de bonne foi qui pensent que la France, par exemple, si elle accueillait beaucoup de personnes qui ont une autre identité, on perdrait un petit peu l'identité française. Oui, vous avez raison de dire ça, parce que je crois qu'on peut aller un peu plus loin. Ceci m'amène à une remarque à propos d'un concept dont on pense bien souvent qu'il est incompréhensible pour un libéral. C'est le concept de nation. Je ne pense pas que ça soit incompréhensible pour un libéral. Parce que, pour ma part, je définis la nation comme un ensemble de sentiments d'appartenance. Je le dis très clairement, moi je me sens français par tradition familiale, par tradition culturelle, etc. Mais ce que je récuse, là encore, c'est le fait que l'État ait nationalisé la nation et qu'il prétende parler au nom de la nation. Donc, c'est légitime d'être attaché à des traditions, d'être attaché à des modes de vie, etc. C'est tout à fait légitime. Et je crois qu'on peut aller plus loin en disant que toute l'existence humaine se passe à faire des exclusions. Choisir un ami, c'est exclure les autres, n'est-ce pas? Choisir d'épouser une dame ou pour d'autres d'épouser un monsieur, c'est exclure les autres. Bon, mais on a droit d'exclure si on ne porte pas atteinte aux droits d'autrui.
C'est toujours ça la règle majeure, n'est-ce pas? Donc, si on a le droit... Bon, personnellement, je considère que c'est idiot d'être raciste parce que ça consiste à juger les gens à partir de leur appartenance à une race, à une religion, etc. Ça, je le récuse complètement parce que c'est une vision collective, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse, c'est l'individu. Et ce qui me frappe justement dans la politique d'immigration, c'est que tel ou tel étranger que j'apprécie, on lui interdit de venir sur le territoire français parce que l'État a décidé que ce type de gens ne doit pas venir. Bon, donc, personnellement, je considère que c'est absurde d'être raciste, mais je considère aussi qu'on a le droit d'être raciste, aussi longtemps qu'on ne me porte pas atteinte à mes droits ou aux droits des autres. Et donc, si par exemple, quelqu'un refuse de louer un appartement qu'il possède à quelqu'un d'autre à cause de sa race, de sa religion, que sais-je, c'est son droit en tant que propriétaire, il faut l'admettre. Et je sais que c'est pas facile à faire admettre dans le contexte français où il y a une police de la pensée, n'est-ce pas? Donc tous ces problèmes sont liés effectivement. Et l'immigration, elle se régulerait d'une manière plus pacifique. Si on reconnaissait tout ça, le droit des individus à exclure, mais la liberté aussi, la liberté de demander et d'offrir. L'immigré, il a le droit de vouloir vivre en France et on a le droit d'émigrer. Ce sont des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est pas vraiment la question, c'est juste la protection de l'identité que j'aimerais conseiller. Mais la protection de l'identité, elle vient d'elle-même si elle est véritablement désirée par les individus. Si tous les individus donnent une priorité, par exemple à des spectacles français, par exemple par rapport à des spectacles américains, bon ben il y aura une demande pour ça se fait naturellement. C'est pas l'État qui peut le décider. Et bien entendu, l'identité, ça évolue aussi dans le temps. Et chacun de nous a une perception différente de ce qu'est l'identité. Vous savez, pour faire une comparaison, là encore, on parle souvent de la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est un ensemble de sentiments d'appartenance à une communauté humaine. Mais je suis persuadé que si on interrogeait à fond tous les salariés d'une entreprise, ils auraient une vision différente de ce qu'est la culture d'entreprise. Donc, c'est pareil pour la nation. Nous avons tous un sentiment d'appartenance à une nation qui est différent et on ne peut pas dire qu'il y a l'identité nationale qu'il faut défendre, que c'est quelque chose de bien décrit, etc. C'est quelque chose qui a des frontières plus ou moins précises, qui évoluent dans le temps, etc. Il faut toujours revenir au comportement individuel et au désir individuel. Alors vous aviez une deuxième remarque, c'est dit sur quoi déjà? Pardon? La finance islamique. Ah oui, alors là, j'ai pas de bonne réponse parce que, bon, elle repose, oui, sur des principes un peu particuliers, mais si des gens ont envie de passer par la finance islamique, c'est leur problème. Moi, j'y vois... Je crois que c'est pas tout. Enfin, pour le coup, oui, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je peux pas. J'ai peur de vous dire des bêtises sur ce sujet. La question suivante. Quelqu'un au fond. Ça, vous faites dans votre livre, en particulier, vous faites une proposition d'un Plus fort. Dans votre livre, en particulier au chapitre 7 de mémoire, vous faites une proposition d'un impôt que vous appelez, que vous avez brièvement évoqué, c'est un impôt sur la consommation globale. Oui, sur la dépense globale. Sur la dépense globale. Et à bien y réfléchir. Alors, cette dépense globale inclut évidemment considère tous les revenus consommés. Oui. Et y compris bien sûr les revenus non pécuniers, c'est-à-dire a priori la satisfaction qu'on tire d'un appartement qu'on possède. Donc le revenu, la satisfaction que j'obtiens d'un appartement, c'est une forme de revenu que je consomme entièrement et donc on constitue une base fiscale pour le calcul de l'impôt. Sur cette base, je me suis dit, voilà, on peut facilement si on prend l'exemple de l'ISF par exemple, on peut assez facilement transformer en impôt sur la consommation de services, des services non pécuniers que vous rapporte votre immobilier. Et je me suis dit que pour certains impôts, il convient de les supprimer, pour d'autres, il y a des manières sans doute tout à fait astucieuses et pertinentes de les transformer de façon à ce qu'ils deviennent des impôts sur la consommation globale.
Alors, l'ISF a, En modifiant oui. l'assiette, en fait. L'ISF a été créé en partie précisément à partir de cette observation que certains individus avaient un capital qui donnait un rendement non pécuniaire et qui avait une inégalité par rapport à ceux qui avaient un capital qui donnait un rendement monétaire. Mais on ne crée pas l'égalité entre les deux types de contribuables en ajoutant un impôt qui pèse sur les deux, n'est-ce pas? Bon, donc de ce point de vue-là, déjà, l'ISF est critiquable. Alors, quand je parle des rendements non pécuniaires, bon, imaginez un individu qui épargne 50, il achète un appartement avec ça. Bon, il est libre, dans le projet que j'évoque, il est libre de le déclarer ou pas. S'il ne le déclare pas, il se trouve dans la même situation qu'avec l'impôt sur le revenu actuel. Mais s'il déduit le montant de cette épargne sous forme d'appartement de l'assiette de son impôt, il faut bien qu'il déclare les rendements futurs. Alors, ou bien sont des rendements pécuniaires, pas de problème, ou bien sont des rendements non pécuniaires. Et là, évidemment, il faut qu'on ait une cote mal taillée. On décide à l'avance, a priori, que le taux de rendement moyen, c'est par exemple 2% ou 3% dans un État, et qu'il sera imposé sur ce montant forfaitaire d'un rendement de 2%. Donc, à lui de choisir. Il le fait ou il ne le fait pas. Ce n'est pas une obligation. Mais simplement, on établit une égalité entre les uns et les autres. L'idée que je voulais mettre, c'était qu'on pourrait, dans l'ISF, retirer de l'assiette tout ce qui est compte en banque, les titres sur des actions, par exemple, les obligations, des choses comme ça. Et Tout ce qui a un rendement pécuniaire. Tout ce qui a un rendement pécunier. Et donc on ne le garde que sur disons, l'immobilier et les véhicules, c'est-à-dire appartements, terrains, jets privés, yachts, avions, Oui, etc. Et donc là, il ne serait que sur une base non pécuniaire, et donc ce serait équivalent, au moins partiellement, à un impôt sur la dépense Pas locale. tout à fait, parce que cela serait justifié si par ailleurs on avait détaxé l'investissement lui-même. Oui. Sinon, vous avez la double taxation. Oui. Il y avait une question Donc, au fond, il vaut mieux supprimer l'ISF et créer un impôt sur la dépense locale. Oui. Vous avez parlé de déréglementation tout à l'heure. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'évolution de l'Union européenne qui est de plus en plus fédérale et qui justement réglemente de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là de l'Europe par rapport à vous, au côté libéral? Je trouve cette évolution inquiétante. Je crois qu'il y a deux conceptions de l'intégration économique. Il y a la conception, je crois, majoritaire, celle qui consiste à penser que l'intégration européenne consiste à substituer un super-État européen aux États existants. Donc un super-État qui réglemente, qui prélèvera des impôts, etc., etc. Et l'autre conception, celle qu'évidemment je défends, c'est l'idée que l'intégration est réalisée si les individus qui sont sur un territoire, le territoire européen, sont libres d'agir, de contracter, d'échanger, etc., librement. C'est un espace de liberté. C'était l'inspiration initiale de l'intégration européenne, le marché commun. On a supprimé les obstacles aux échanges. Et la seule chose qui était nécessaire, c'était de l'étendre comme on l'a fait au mouvement de personnes, au mouvement de capitaux, etc., mais même d'aller éventuellement plus loin. La concurrence, elle est toujours bonne. Et elle est bonne parce qu'elle permet l'expérimentation. Lorsque des organisations ou des individus sont en concurrence, chacun essaye de faire mieux que les autres. Eh bien, au lieu d'avoir harmonisation fiscale, je préfère la concurrence fiscale. Au lieu d'avoir harmonisation réglementaire, je préfère la concurrence réglementaire. Et que le meilleur gagne. Alors, je sais bien que les gouvernements, ils n'apprennent pas facilement d'expérience et encore moins du raisonnement, mais maintenir la diversité est quelque chose d'important. Mon rêve, si vous voulez, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe. Mon rêve, ça serait un monde qui serait composé de millions de petites copropriétés
dont chacune s'organiserait comme elle le voudrait, et puis elle ferait des accords entre elles, c'est le désir, pour résoudre certains problèmes, par exemple créer une voie de communication entre elles, etc. Mais plus on décentralise, plus on est près des contribuables, et plus par conséquent on peut réagir à ce qu'ils souhaitent. Plus on éloigne le pouvoir, plus il devient bureaucratique, arbitraire, etc. Donc c'est un très grand risque de l'Europe. Et alors on fait une erreur, n'est-ce pas, majeure de raisonnement. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au problème théorique. On entend souvent dire ceci, nous sommes dans une époque de mondialisation, donc il faut que les politiques économiques soient mondialisées, et on entend par là qu'elles soient harmonisées. Et on le dit aussi bien au niveau européen qu'au niveau mondial même. Et certains rêvent d'un gouvernement mondial qui ferait une réglementation mondiale, ce que essaye de faire le G20, etc. Or, il y a une erreur intellectuelle majeure. Pourquoi? Pour ma part, je définis la mondialisation, et je crois que c'est correct, comme la concurrence à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la suppression des obstacles à l'échange. Bon. Et contrairement là encore à une idée courante, pour ma part, je considère que le grand mérite de la concurrence, c'est qu'elle incite justement les gens à se différencier, à faire mieux que les autres. Là encore, je critiquerai les manuels habituels d'économie. Dans les manuels d'économie, vous avez la théorie de la concurrence pure et parfaite, où on vous dit la concurrence pure et parfaite, s'il y a un grand nombre de producteurs qui produisent exactement la même chose, dans les mêmes conditions, etc. C'est une vision purement technique des choses, et ils oublient un personnage essentiel qui est l'entrepreneur. L'entrepreneur est justement quelqu'un qui veut faire différemment des autres qui d'autres. Donc dans un monde mondialisé, on a précisément une concurrence, on a une diversification des expériences, et chacun apprend des expériences des autres. Alors si on veut que la politique suive ce chemin, il faut qu'elle soit au contraire différenciée et non pas harmonisée. Donc c'est une raison de plus de dire que la voie qu'on a prise en Europe est une voie qui est dangereuse et qui est erronée du point de vue intellectuel. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez d'un cours plus spécifique, D'accord. d'un cours plus spécifique qui en fait vise à altérer le comportement des gens qui sont des comportements qu'on qualifierait de mauvais, qui qualifie de mauvais. Par exemple, les taxes carbone et l'écotaxe trouvées au l'environnement. Je ne sais pas vraiment, parce qu'on ne connaît pas bien les réactions des individus aux taxes en question, mais par principe, j'y suis opposé, parce que, par exemple, les taxes censées défendre les gens contre les risques de la santé, les risques alimentaires, etc. Mais, une fois de plus, je suis favorable à la responsabilité, à chacun de décider ce qu'il veut. Dans la vie, on prend des risques tous les jours. Quand on traverse la rue, on prend des risques. Donc c'est une fiscalité qui est critiquable. Alors, le problème le plus délicat, ça je vous l'accorde, c'est évidemment le problème de l'environnement climatique. Parce qu'il y a là un phénomène qui est un phénomène mondial ou universel. Ceci dit, nous sommes aussi dans un domaine où il y a de très grandes incertitudes. Vous savez que sur le plan purement scientifique, les idées sont contestées, les idées majoritaires sont contestées. Et il y a un autre problème qui est celui du rythme auquel on réagit. Et actuellement, j'ai le sentiment qu'on réagit de manière excessive à cause d'a priori idéologiques. Et je pense par ailleurs qu'il y aurait des solutions qui seraient plus contractuelles. Parce que, quel est le problème? Le problème, c'est d'éviter des conséquences dommageables pour les individus. Et ces conséquences dommageables, aussi longtemps qu'on ne les a pas vues, elles sont purement hypothétiques. Et donc, on crée des difficultés actuelles par ces taxes pour des choses qui sont hypothétiques. Donc, d'autres solutions peuvent éventuellement être imaginées. Bon, je n'ai pas le temps de les décrire en détail, mais par des systèmes d'assurance et de réassurance, on pourrait peut-être résoudre en partie le problème. Je crois que, justement,
ce qui est formidable quand il y a concurrence, c'est que les êtres humains, ils sont capables d'imaginer des solutions que nous ne sommes pas capables a priori d'imaginer. À partir du moment où les États décident soit de réglementer, soit de fiscaliser, eh bien, on rend impossible toute autre expérimentation, toute autre solution. Et ça, c'est un risque important. Il y avait une question là avant, peut-être. Vous semblez... C'est une forme d'impôt, quelque part. Le chèque éducation, il faut bien prendre l'argent quelque part pour le donner. Oui, alors il y a deux éléments. Bon, je suis favorable au chèque éducation par rapport à ce que nous avons actuellement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que ça préserve la liberté de choix du point de vue de l'éducation. Qu'on supprime toutes les restrictions qui sont mises à la création d'écoles. Là encore, s'il y avait liberté, eh bien, il y aurait concurrence dans les écoles, il y aurait une beaucoup plus grande diversité, et donc des expériences, on pourrait comparer, enfin, ça serait une source de richesse. Donc c'est un progrès considérable, le chèque éducation. Alors maintenant, je pose le problème de savoir s'il est légitime ou pas que l'État finance l'éducation. Alors, on peut imaginer bien sûr d'autres solutions, parce que finalement, l'éducation, ça profite d'abord à celui qui la reçoit. Ou alors l'éducation ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi aller à l'école? Donc, c'est un investissement sur le futur. C'est très frappant de voir que dans des pays très pauvres, en Afrique, en Inde, les parents sont capables justement de financer des écoles, si elles n'existent pas par eux-mêmes. Il y a eu des expériences, des études intéressantes qui ont été faites en Inde en particulier. Il y a des écoles privées qui sont très peu coûteuses, mais qui ont des résultats bien meilleurs que les écoles publiques. Et beaucoup de parents, avec des revenus très très faibles, préfèrent mettre leurs enfants quand même dans ces écoles. Parce que les gens sont capables de penser le futur, les parents sont capables de penser aux bienfaits de leurs enfants. Et ils préfèrent payer des sommes qui restent modiques et qui sont accessibles pour eux, que les envoyer à l'école publique obligatoire. Donc même dans ce cas-là, on voit bien qu'il n'est pas justifié nécessairement que l'État le finance. Et puis on peut très bien dire, précisément dans la mesure où c'est un investissement, on peut emprunter. On peut emprunter, puis on rembourse plus tard. C'est ce que l'on fait, ce que font les étudiants aux États-Unis, par exemple. Ils considèrent que l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, va leur rapporter ultérieurement, et donc ils sont d'accord pour payer et emprunter. Donc là encore, il n'y a pas de solution étatique unique, il y a d'autres solutions, et on se coupe de la possibilité de trouver des solutions efficaces, précisément en décidant qu'il y a un monopole de l'État pour financer l'éducation. Sur l'école, je vais vous donner un exemple. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques semaines, dans les quartiers nord de Marseille, une école privée hors contrat qui prodiguait les cours dans un cadre particulièrement agréable. C'était des tout petits groupes de travail, moins de 6. Ça coûtait, pour du privé hors contrat, moins de 300 € par an, par élève. On trouve des moyens de financer ça en dehors du système étatique, simplement. Il faut laisser la possibilité à ceux qui le veulent d'avoir l'initiative et de rentrer là-dedans. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu problématique. On met beaucoup de bâtons dans les roues aux créateurs d'écoles. Et puis, ça serait d'autant plus facile pour les parents de payer ça qu'il n'y aurait pas de chômage, ce qui serait le cas dans une société libre, et où il n'y aurait pas non plus de limitation du nombre d'heures de travail. Ils travailleraient un peu plus pour financer l'éducation de leurs enfants. En fait. Et puis, on met tellement d'argent en fait dans le soutien scolaire qu'à la fin, si on mettait la même somme, non pas dans le soutien, mais dans l'école en elle-même, à la limite, ça financerait très largement la scolarité. Pourquoi le PME ne laisse pas d'aller plus loin sur ces propositions on a des propositions assez fortes qui mobilisent et qui bousculent déjà pas mal de choses, mais donc on y va aussi par petits pas à un moment donné. Vous pouvez discuter de ça une fois qu'il y a chaque éducation. La question d'État, le citoyen a parlé de réformes graduelles qui étaient peut-être moins intéressantes qu'une réforme. Fiscalement, oui. Après, sur le reste, c'est compliqué. Je redis ce que je disais tout à l'heure, à savoir que
je conçois très bien que pour un parti politique, il ne soit pas possible de préconiser d'emblée des solutions totalement radicales. Je considère que pour moi, le problème est tout à fait différent. Je considère que pour moi, c'est au contraire un devoir que de pousser le raisonnement jusqu'au bout et d'essayer de voir si oui ou non ça fonctionne jusqu'au bout. Et je pense que ça peut justement aider tout le monde à avoir une boussole. Il faut savoir où on va. Alors, le chèque éducation, il va dans la bonne direction, pour des raisons évidentes, mais c'est pas inutile peut-être d'avoir à l'esprit l'idée que éventuellement on peut aller plus loin, même si on ne peut pas le préconiser tout de suite parce que ça ne serait pas accepté, mais réfléchir sur ces possibilités. Il y a quand même des questions au fond. Tout à l'heure, vous parliez que vous étiez en faveur d'un impôt. Gaspard Koenig qui m'expliquait son point de vue que sans argent, il n'y avait pas de réelle liberté de choix et de liberté économique. Et de ce constat-là, il estime que c'est du rôle de l'État de donner ce qu'il a appelé le Liber, qui est une forme d'impôt négatif. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de l'idée d'un impôt négatif. Moi, je suis opposé à cette idée parce que ça signifie que l'on peut vivre sans faire d'efforts, éventuellement en travaillant au noir, d'ailleurs pour compléter le revenu en question, et ce qui crée des frustrations de la part pour les autres. Ça me paraît extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que les individus ont un droit sur les autres. Et ça, je ne peux pas considérer comme quelque chose de normal. On n'a pas de droit. Même au-dessus d'un certain seuil, comme l'impôt négatif de l'État serait même à partir d'un certain seuil. Encore là deux encore, questions. Ça peut être un progrès par rapport à ce que nous connaissons, parce qu'actuellement, on a toute une série d'allocations. Alors c'est complexe, etc. Il y a des gens qui savent bien jouer avec ça. Donc, si on supprime toutes les allocations qu'on remplace par un impôt négatif, c'est déjà un progrès. De même que chaque éducation est un progrès. Mais avec ce grand danger, c'est qu'on crée tout de même une responsabilité. Et ce que je pense, une fois de plus, c'est que si on était dans une société libérale depuis longtemps, eh bien, tout le monde pourrait subvenir à ses besoins sans aucun problème. C'est normal. Les êtres humains sont capables de travailler, mon Dieu, sont capables d'imaginer. Et c'est un véritable scandale qu'à notre époque, il y a un grand nombre de gens qui ne travaillent pas. Qu'un contrat ne puisse pas être signé entre un employeur et un salarié potentiel. Alors, on parle indéfiniment du chômage, on l'explique par un tas de choses, la démographie, l'euro, tout ce que vous voulez. Il y a une seule question à se poser, comment se fait-il que deux individus qui aimeraient contracter ensemble ne se rencontrent pas? C'est qu'il y a des obstacles qui les empêchent de se rencontrer, l'obstacle fiscal et l'obstacle réglementaire. Supprimer les obstacles, ils se rencontreront. Il y aura forcément un salaire auquel il y en a un qui sera content de travailler, l'autre sera content d'embaucher. Ça me paraît de la logique la plus élémentaire, n'est-ce pas? Donc dans un monde de ce genre, où on aurait supprimé tous les obstacles, eh bien on ne peut pas imaginer vraiment des situations où quelqu'un est incapable de subvenir à ses besoins, sauf le cas de handicap physique ou mentaux grave. Ça représente combien en France? J'en sais rien. Peut-être 500 000 personnes, j'en sais rien. Mais là encore, il y a une solution. Il y a une solution, à savoir qu'on pourrait très bien imaginer que les parents prennent une assurance avant la naissance de leur enfant pour le cas où il aurait un handicap grave et qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins pendant toute sa vie. C'est ça la difficulté, c'est que dans une société tout à fait libre, on trouve des solutions. Mais on ne peut pas les trouver aussi longtemps qu'on met les gens dans une situation où ils n'ont pas besoin de trouver les solutions. Avant-dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de parler de commencer par la gauche. Toi, tu commences par l'autre, je pense. Là, c'était pour mettre plus de... qu'il va y avoir prochainement, qu'il y a déjà à l'heure actuelle, au niveau du financement de l'État, il risque d'y avoir des problèmes très importants très rapidement. Avoir une politique centrée sur le citoyen et la défense du citoyen. Ce n'est pas une politique de contrat, ce n'est pas une politique des entrepreneurs, mais une politique en faveur des citoyens.
et de la liberté des citoyens. Et que c'est une meilleure présentation que de dire politique de l'offre, politique de la demande, qui ne rime à rien. Mais replacer le citoyen au centre, sa liberté, ses possibilités d'investir, ses possibilités d'épargner, et préparer aussi un programme avec des mesures claires, simples, sans faire de trop grandes modifications, enfin en faisant de grandes modifications de fond, mais en respectant une sécurité sociale pour tous les citoyens, et un certain nombre de sûretés que les citoyens seront en demande, a priori, et leur fournir des solutions. On va bientôt sortir un document qui, j'espère, va être largement diffusé, qui s'appellera les 100 jours du PLD, le jour où on arrive au pouvoir. Il y a pas mal de thèmes qui vont être évoqués là-dedans. Vous trouverez des choses concernant l'éducation, même si on s'est pas mal dévoilé ces dernières semaines. Vous trouverez des choses concernant la sécurité sociale, vous trouverez des choses concernant la vie citoyenne. Et je pense que ce sera intéressant que vous puissiez en prendre connaissance quand on le sortira, pour puiser, challenger et diffuser la bonne parole. Parce que on est bien d'accord que la première valeur qu'il y a aujourd'hui dans le pays, c'est les citoyens eux-mêmes. Et remettre les gens, les individus, les personnes au cœur des décisions politiques, c'est bien tout le sujet du PLD aujourd'hui. Juste un mot, je ne serais pas tout à fait favorable à votre suggestion parce que politique pour les citoyens, ça a quand même un petit relent de collectivisme. Alors, déjà, politique pour le citoyen, ça serait déjà mieux, mais on est d'abord des individus avant d'être des citoyens. On ne se définit pas d'abord comme des citoyens de l'État. On se définit d'abord comme... Je ne parle pas de démocratie populaire. Je ne parle pas de peuple. Dernière question. Alors moi j'ai une question. Alors j'ai eu la chance de lire le libéralisme il y a très longtemps. Plus fort. On m'a sensibilisé à la politique. Et je voulais savoir où vous vous situez sur l'échiquier politique. Parce que dans le libéralisme, je sens quelque chose entre le minarchisme et l'anarcho-capitalisme, soit sur la privatisation des routes ou des choses comme ça. Et sur votre dernier, sur votre livre actuel que je n'ai pas encore lu, j'ai l'impression que vous cherchez des solutions fiscales, etc. Ça se rapproche plus du social-libéralisme, j'ai l'impression. Donc je voulais savoir ce que vous faites. Non, mais j'ai pas lu le livre. Vous me surprenez. J'ai critiqué tout à l'heure le social-libéralisme. Non, mais je veux dire sur les infos partout. Ça diverge un peu par rapport à ce que j'ai pu lire dans le libéralisme. C'est vrai qu'à certains points de vue, cela me gêne de préconiser un impôt plutôt qu'un autre, parce que j'aime pas les impôts quels qu'ils soient. Mon rêve ultime, ça serait l'impôt zéro, évidemment. Mais je pense que malgré tout, il est justifié de faire des analyses économiques qui permettent de comparer des différentes solutions. Alors, vous me demandez où je me situe au niveau politique, mais je ne voudrais pas me situer au niveau politique, précisément. Mon seul problème, c'est de me situer au niveau intellectuel et théorique. J'ai toujours refusé d'adhérer à un parti parce que j'ai considéré que cela limiterait ma liberté et que je ne m'exprime pas au nom d'un parti. Ce qui est très certain, c'est que je ne suis pas communiste, c'est que je ne suis pas socialiste. Le terme de droite me gêne un petit peu parce que c'est très ambigu et on le voit bien. Frédéric Hayek disait qu'il fallait justement renoncer à cette opposition et que ce qui lui paraissait significatif, et je crois qu'il avait raison, c'était la distinction entre les constructivistes et les libéraux. Les libéraux, c'est ceux qui laissent leur liberté d'individu sans savoir où ça mènera, ils acceptent le résultat. On ne cherche pas un résultat, on s'intéresse au processus, le processus de la liberté en particulier. Et les constructivistes, il y a des constructivistes conservateurs qui veulent conserver la société telle qu'elle sont, et puis des constructivistes réformateurs qui veulent modifier la société selon leurs idées. Les deux se prennent pour des ingénieurs sociaux et ils méprisent la liberté individuelle en quelque sorte. Et ça me paraît effectivement une distinction qui est importante. Alors les libéraux, ils sont
évidemment dans une situation un petit peu inconfortable parce qu'il se trouve politiquement bien souvent mélangé à des constructivistes de droite, peut-être plutôt, mais aussi de gauche, puisqu'on dit que le gouvernement actuel est social-libéral. Donc les critères politiques créent des confusions par rapport aux critères intellectuels, et il me paraît préférable donc d'avoir un critère intellectuel. Je ne parlais pas en critères politiques, enfin les chiffres, enfin, droite-gauche classique français, moi c'était plus de l'école de pensée ou... De l'école de pensée, bon, je suis un libéral, et si je voulais une étiquette, j'aime pas beaucoup les étiquettes, mais je me sens, c'est vrai, assez proche des anarcho-capitalistes. C'est pour ça que vous... Bien sûr. Je vous propose de continuer la discussion entre nous autour d'un verre, généreusement offert par un donateur anonyme qui nous sponsorise notre verre et nos canapés. Et je vous invite à y participer. Merci beaucoup. Un instant. Oui. Ok. Alors, pour les jeunes, donc venez, rejoignez-nous ici, ce sera plus facile pour la photo.